Il est né à Saint-Louis, grandi à Ziguinchor au Sénégal et vit depuis une quinzaine d'années en France. Elgas, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes également journaliste, écrivain et docteur en sociologie. Après avoir publié Carnet de voyage, Un Dieu et des mœurs, vous sortez votre premier roman, Mal Noir, aux éditions Ovadia. Le Mal Noir, c'est le narrateur dans votre livre. C'est un peu vous aussi ? Oui, on va dire, pour faire un peu dans un compromis acceptable pour tout le monde, que je lui prête quelques traits. Il me prend beaucoup. Et je crois qu'on peut dire qu'il y a une certaine forme de gémellité entre nous. Mais je pense que ce serait un peu abusé de dire que c'est tout à fait moi. Il y a une parcelle, forcément, de fiction, de création. Et moi, j'aime beaucoup une phrase de Zola qui dit du roman que ce sont des intuitions entre les interstices du réel. Donc forcément, le réel, c'est un peu moi, mais entre les interstices, il y a à la fois des intuitions, des situations nouvelles, des identités complémentaires. Et c'est ce qui fait tout le bouquet, on va dire, floral de ce roman. Un narrateur qui vit en France, entre Nice, Lyon, Clamart, également en région parisienne. Un narrateur qui n'a pas de nom. C'est un choix, j'imagine aussi. Oui, bien sûr, bien sûr. Un narrateur, pour qu'il n'y ait pas de prise, d'identification directe, qu'on ne le fiche pas dans des schémas classiques. Donc c'est un personnage un peu assez étrange, mystérieux, voire parfois même mystique. Et donc je pense que ne pas avoir d'identité et le symbole absolu même de l'identité, c'est-à-dire le nom, ça donne en fait un miroir beaucoup plus vaste, une part identificatoire. Et justement, c'est ce que je disais dans ma toute première réponse, c'est que autant je lui prête, autant il y a des plages qui sont là, qui sont vierges. Et il appartient, bien sûr, au lecteur de, justement, cheminer avec lui, de s'y retrouver, de s'y perdre. Parce que, justement, je pense que le narrateur est dans une quête, il est solitaire. Et dans ce désert, il a besoin de compagnons. Les lecteurs ne seront pas trop, je crois. Alors, parmi les similitudes entre vous et le narrateur, il y a le sujet de la thèse qu'il a soutenue, tout comme vous, dans la vraie vie. C'est la vie des familles immigrées et le rapport à l'argent, les transferts d'argent. Difficile d'y échapper quand on est issu de la diaspora. Alors, est-ce pour rembourser une dette morale ou psychologique? Là est tout l'objet de votre thèse. Oui, c'est vrai. C'est vrai que là, on peut le dire sans embâche, sans jouer dans une certaine manière de brouiller les pistes. C'est ma thèse. Je l'ai travaillée sur cette notion de dette. C'est une question éminemment économique. Et l'économie tend parfois à voiler, on va dire, les soubassements anthropologiques de cette problématique. Pourquoi les gens donnent? Pourquoi les gens donnent à leur famille? Pourquoi ils se sentent obligés? Quelle est justement, on va dire, l'impulsion de cette redevabilité? Justement, le donner de manière aride dans une thèse de 600 pages, c'est rebuter les lecteurs en quelque sorte. Comment l'insérer délicatement, en tout cas je l'espère, dans une fiction, dans un roman, c'est le pari. Et on voit qu'il y a plusieurs injonctions en quelque sorte. L'injonction à donner et l'injonction beaucoup plus universelle à aimer. Mais justement, aimer avec quel capital y allons-nous en quelque sorte? Qu'est-ce qu'on a reçu? Qu'est-ce qu'on donne? Et justement, dans cet échange où il y a de l'altérité, de la rencontre, de la mixité, il y a des problématiques infiniment vastes. Et justement, dans ces chemins de traverse, dans ces routes escarpées, le narrateur essaie de trouver un chemin et l'équilibre est parfois impossible, mais en tout cas, il y a l'énergie de la quête qui le mène, en tout cas, je dirais pas jusqu'au bout, mais en tout cas, à faire un bout de chemin. Et c'est un tabou auquel vous vous attaquez en parlant de cette question des transferts d'argent. Il y a aussi cet autre tabou cette notion qui revient souvent, c'est celle d'aimer, ou plutôt comment aimer, alors que nous sommes dans des cultures assez pudiques. Évidemment, vous y allez fort et vous l'assumez. Oui, je pense qu'il ne faut pas surévaluer l'hypersensibilité du lectorat. Je pense que nous avons affaire à des individus parfaitement rationnels. Ce ne sont pas des enfants à qui il faut tenir la main. Quand on essaie de se prémunir d'une certaine forme de courtoisie, de cordialité, et puis aussi, dans certains sens, de la vérité, c'est pourquoi les gens essaient de trouver un peu d'authenticité dans nos textes. Et notre reflet, je veux dire, peut leur parler en quelque sorte. Bien sûr, nous sommes précédés par plusieurs assignations, vous l'avez dit, surtout nous, les hommes noirs. Je veux dire,
ce qu'on nous a privé, ce qu'on nous a pris avant même qu'on arrive sur Terre, c'est une certaine forme d'insouciance. C'est-à-dire, il y a des assignations qui sont endogènes et des assignations qui sont exogènes. C'est-à-dire, nos familles attendent de nous, parfois dans une certaine forme de surenchère de la performance. Et puis, au niveau extérieur aussi, on attend des hommes noirs quelque chose de l'ordre aussi de la performance. Avant votre naissance même. Bien sûr. Et donc, qu'est-ce qu'il reste dans ce tableau où chacun projette à la fois ses réputations, ses attentes, ses injonctions? Il reste une parcelle finalement très infime dans laquelle on ne peut pas justement essayer d'avoir cette insouciance de rêver le monde, de jouer, de s'y sentir pleinement. Et justement, c'est la perte de cette insouciance qui est l'autre fil conducteur de ce livre de Mal Noir. Et à l'horizon, aimer, c'est une porte d'entrée. Mais l'horizon, c'est en quelque sorte la liberté. S'émanciper des autres, mais aussi s'émanciper de nous-mêmes. Justement, je vais vous citer, pour bien comprendre et faire comprendre aux téléspectateurs, il y a la mère, pardon, pas votre, mais la mère du narrateur qui dit « Ce n'est pas parce que je ne dis pas je t'aime que je ne le ressens pas ». Ils ont leur amour, en parlant des Français. Nous, on a la chaleur. Et oui, est-ce qu'on est censé tous aimer de la même manière? Si on est chinois, si on est colombien, si on est français, si on est sénégalais, c'est ça aussi que vous soulevez comme question, j'imagine? Heureusement que non. Heureusement que non. Je pense que s'il y a une armée de 7 milliards d'êtres humains dans le monde qui s'habillent de la même manière, qui parlent de la même manière, qui aiment de la même manière, je pense que le monde serait moins drôle. Donc qu'il y ait des nuances, des déclinaisons, des expressions de l'amour selon les cultures, bien sûr, c'est même l'essence de l'humanité. Mais justement, je pense que notre amour, pour aller un peu plus dans le détail, est otage du silence. S'il ne s'exprime pas, s'il est captif d'une certaine forme de pudeur, s'il n'a aucune forme d'expression, justement pour que cette chaleur irradie un peu la demeure et les relations humaines, oui, cet amour a vocation parfois à être dans des limites, dans des contraintes, à ne pas connaître la béatitude. Et moi, je vais beaucoup plus loin. Je crois qu'on parle souvent des malheurs de l'Afrique en termes de statistiques, en termes de maladies, en termes de manque de progrès économique. Mais peut-être qu'il faudrait qu'on parle plus d'empathie, d'altérité. Et ce n'est pas une homélie naïve, je veux dire, de la communion des hommes. Je pense qu'il faut qu'on essaie d'insuffler ça à une échelle très très basse, parce que l'amour, c'est aussi de l'apprentissage. Il n'y a pas des gens qui sont exclus, il n'y a pas des gens qui sont exemptés. Je pense que dans cette universalité-là de la condition humaine, nous avons notre part. Et vous parlez aussi de la sexualité, vous y allez fort également dans tous ces détails, ce qui est là aussi plutôt rare dans la littérature africaine. D'ailleurs, est-ce qu'on n'a pas tendance à mettre la littérature dans des cases? Alors ça, c'est une littérature européenne, ça, c'est une littérature sénégalaise. Est-ce que c'est ce que vous dénoncez aussi à travers ce livre? Oui, de manière générale, j'essaie en tout cas de m'élever contre les stéréotypes et les clichés de manière générale. Alors, la littérature, permettez-moi justement de faire cette précision, la littérature est portée par une énergie libidinale qui est extraordinaire. Vous savez, le nombre de livres où on parle de sexe, de sexualité, de manière brutale, de manière parfois, je veux dire, complètement vulgaire ou obscène, c'est l'histoire justement de la moralité, des mœurs en quelque sorte. Vous savez, vous prenez un roman, pour prendre un exemple qui parlera à tout le monde. Madame Bovary, il n'y a pas de scènes extraordinaires de sexe. Et pourtant, ça a été censuré. L'œuvre de Baudelaire a été censurée. C'est une question d'époque? Oui, c'est une question d'époque, mais je pense que de manière générale, on ne peut pas ne pas parler de sexualité dans les livres de manière générale. C'est comme ne pas en parler dans la vie ou ne pas en faire. Je pense que tout est question de proportion, tout est question de poésie, tout est question de manière d'en parler. Parce que c'est quelque chose, je pense, d'essentiel dans cette quête amoureuse, parce que le cœur à cœur, parfois, est suivi par le corps à corps. Alors, Elgas, il nous reste vraiment 30 secondes. Ce roman, vous le disiez, s'attaque aux préjugés, au racisme également, les Blancs contre les Noirs, les préjugés des Noirs contre les Blancs. Et ce narrateur qui est dans cette quête aussi de se libérer des chaînes mentales également, c'est ça que vous dénoncez en 2 mots, si vous... Oui, alors des chaînes qu'on lui impose de l'extérieur, mais des chaînes qui sont beaucoup plus invisibles qu'on lui impose de l'intérieur. S'émanciper des autres, on va dire que c'est relativement facile, mais des nôtres, des siens, c'est un peu plus compliqué. Et c'est surtout le titre Mal Noir, c'est juste, quand on parle d'homme noir, on voit le mal.
Mais maintenant, en posant Mal Noir, j'ai envie qu'on voit l'humanité toute simple et universelle de Mal l'individu Noir, africain. donc aux éditions Ovadia. Merci Elgas.